La mer est au programme du podcast Parole d'Histoire pour 2 émissions en lien avec les rendez-vous de l'histoire de Blois ce week-end sur ce thème. André Loez au micro, aujourd'hui on parle avec Guillaume Calafa de Fernand Braudel et de l'historiographie de la Méditerranée. Demain on discute avec Alexandre Jublin de son livre sur le combat naval dans l'Atlantique. 2 émissions dont les références sont à retrouver en ligne sur paroledhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. La mer et la Méditerranée en particulier sont un petit peu au cœur de l'actualité ces temps-ci, puisque les rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont lieu ce week-end sont consacrés à la mer. Et puis, il y a également un programme d'agrégation qui porte pour l'année 2022-2023 sur communauté et mobilité en Méditerranée du 15e au 18e siècle. Donc, on va parler de la Méditerranée aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Calafa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, membre de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, qui nous héberge pour cet enregistrement. Vous avez écrit notamment au Seuil en 2019 une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté Méditerranée XVIIe siècle. Donc on ne peut pas faire plus au cœur des questions qui nous intéressent. Et ensemble, on avait envie de discuter finalement de comment s'est construit un champ historiographique, finalement celui des études méditerranéennes, partant évidemment d'une figure majeure qui est celle de Braudel, même si on pourra parler aussi des antécédents, et en réfléchissant à la manière dont ça fonctionne et dont aujourd'hui se nouent des questions historiographiques autour d'un espace et des différentes manières dont les historiens ont pu l'appréhender. Ma première question serait pour vous demander, vous qui êtes devenu historien de la Méditerranée, à quel moment vous avez rencontré Braudel ? Est-ce que c'est un prof en maîtrise qui vous a dit il faut absolument lire les 3 tomes, ou est-ce que c'était sous d'autres formes ou à d'autres moments ? Voilà, comment s'est fait cette rencontre ? J'imagine, passage obligé quand on va soi-même étudier en thèse la Méditerranée au XVIIe, cette confrontation avec l'œuvre de Braudel. Alors c'est une très bonne question parce que, à dire vrai, je ne m'en souviens plus très bien. Donc ça veut dire peut-être que c'était un peu là sans y être, notamment pendant les études, les premières années d'histoire, où on parle bien souvent des annales comme une nébuleuse, parfois comme une école, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. Et Braudel apparaît comme un nom, celui des 3 temps, des 3 temporalités. Et c'est comme ça, je pense que d'abord j'ai entendu parler de Braudel. Et puis ensuite, j'ai commencé à lire Braudel, en fait, je pense, assez tard, en licence ou en maîtrise. Et c'était le modèle italien, d'abord, que j'ai lu, avant la Méditerranée, qui m'avait bien plu parce que c'est un Braudel assez inattendu, qui porte sur les arts, la culture, la question de la permanence du modèle italien malgré son déclin économique et politique au XVIIe siècle. J'avais trouvé la thèse assez stimulante et ça m'avait donné envie de lire la Méditerranée dont je parlais avec mes camarades comme justement un massif insurmontable. Oui, ça fait partie des livres qui sont sans doute beaucoup plus commentés qu'ils ne sont réellement lus. Voilà, et en fait, je cherchais, c'était une question d'un ami philosophe qui m'avait dit je cherche quelque chose qui fait très anal. Alors, désolé, cette phrase est horrible, mais il cherchait un livre qui pouvait synthétiser cette école. Et à cette occasion, je m'étais dit, mais en fait, c'est difficile à trouver. Quel serait le livre représentatif de l'école des annales ? Alors, bien sûr, on regarde chez Bloch, on regarde chez Fèvre, etc. Mais le premier volume de Braudel était très intéressant pour ça. Le premier volume de la Méditerranée de Braudel. Et en fait, c'est une lecture qui, je dois dire, m'a frappé par la masse des métaphores, les aspects littéraires très très présents dans l'écriture braudelienne, qui donne envie quand même de continuer. Et donc, quand on commence à lire le premier volume en cherchant des choses sur le prix du blé, la monnaie, le transport des glaces, on commence à s'intéresser ensuite à la suite de l'histoire. Et c'est un livre qui se lâche pas. Moi, qui m'a beaucoup plu parce qu'il permettait de traiter de différentes questions à la fois historiques, mais surtout historiographiques. Comment on enclenche l'histoire d'un événement, comment on réfléchit au contrefactuel. Ça, je pense que Braudel l'a réfléchi. Et ensuite, j'ai vraiment lu Braudel au ralenti, vraiment une lecture lente en l'enseignant. Et mes premiers TD sur l'histoire de la Méditerranée que j'ai fait en tant que doctorant avec des classes de L3 visaient à lire des chapitres de Braudel chaque semaine. Et je me rappelle, c'était une demande précise de 2 étudiantes qui m'avaient dit, mais en fait,
vous considérez qu'on doit connaître Braudel, mais à un moment, il faut que vous nous le fassiez lire, quoi. Et c'était sans doute la meilleure remarque que j'ai eue pour m'apprendre à enseigner, c'était on va lire ensemble, en fait. On va lire ensemble ce livre. Et je pense que c'est comme ça que je l'ai lu vraiment dans le détail, c'est-à-dire aussi avec toutes les notes de bas de page et les différentes versions, et qu'en fait, c'est une œuvre, de ce point de vue, assez inépuisable. Une œuvre elle-même qui a une histoire, une temporalité particulière, parce que le livre dont nous parlons, c'est La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, qui est paru en 1949, qui est la version publiée d'une thèse soutenue en 1947, mais préparée en fait pendant des décennies, et une œuvre ensuite remaniée, sur laquelle Braudel est revenu avec une équipe, revenu avec de nouvelles sources, de nouveaux documents, des graphiques, etc., à la fois pour remanier le livre lui-même, pour lui adjoindre d'autres livres, il y en a un qui s'appelle Port, route, trafic, enfin voilà, c'est une œuvre qui n'est pas totalement stabilisée. La version de 1949, c'est la version entre guillemets canonique, mais en fait, il y a plusieurs formats, versions de la Méditerranée. Absolument, et c'est ça qui est assez fascinant. Braudel n'a jamais cessé d'écrire ce livre. Et jusqu'à la version de 1979, qui je pense est la dernière édition de la Méditerranée, il ajoute encore des chapitres explicatifs, des réponses aux critiques qui lui ont été faites. Il intègre aussi un certain nombre de données qui ont été en fait recueillies par une équipe, vous l'avez dit très justement, une équipe que John Exter appelait ironiquement le monde braudélien, parce qu'il avait rassemblé, il avait quasiment créé une école pour l'aider à compiler des données sur l'histoire de la Méditerranée, et plusieurs collections, en effet. La collection Port-Route Trafic, qui a donné lieu à une vingtaine de volumes, et celle Affaires et gens d'affaires, qui préparait aussi son grand livre sur l'économie capitaliste et la trilogie des années 70. Et c'est assez intéressant de voir que, justement, il y a différents Braudel, différentes réceptions de Braudel, le Braudel de 49, le Braudel de 66, encore le Braudel de 79, et puis ensuite, justement, dans ces années-là, la fin des années 70, début des années 80, on en parlera notamment à Blois, mais il y a le Braudel qui fait des documentaires pour la télévision. Donc, c'est un Braudel grand public. Voilà, c'est ça, un Braudel grand public qui essaie de synthétiser, vulgariser, diffuser, en tout cas, ses travaux sur la Méditerranée. Et puis, il y a le Braudel reconnu internationalement avec la traduction anglaise de son ouvrage, justement fondé sur la traduction de la version de 66, qui intègre beaucoup plus de cartes, qui intègre beaucoup plus de données, qui complète des notes de bas de page qui étaient parfois faites de manière plutôt suggestive dans la version de 49. Et pour ça, c'est assez frappant, parce que même la thèse de Braudel a évolué entre les trois versions, alors qu'il estimait que la Méditerranée sortait d'une certaine manière de la grande histoire à partir du début du XVIIe siècle. Sa thèse était que, en somme, la première version de la Méditerranée explique que ce n'est pas parce que les Ibériques vont en Amérique ou dans l'océan Indien que la Méditerranée deviendrait un espace marginal de l'économie monde. Il montre qu'elle est politiquement, économiquement, du point de vue de la lutte entre les empires ottoman et espagnol, absolument centrale évidemment, tout au long du XVIe siècle. Puis les deuxièmes versions, on va dire, en fait, jusqu'au milieu du XVIIe, la Méditerranée reste ce poumon vibrant de l'économie. Puis dans la dernière version, en réalité, la Méditerranée n'a jamais vraiment été à l'écart de l'économie monde, bien au contraire, et il intègre notamment toutes les critiques qui lui avaient été faites autour de cette marginalité économique de la Méditerranée à partir du XVIIe siècle, en montrant que des pays nordiques, Angleterre, Provinces-Unies, ont peu à peu pénétré les marchés méditerranéens et que ça a été un des éléments de leur puissance, ce que l'historiographie a confirmé depuis, notamment en montrant que l'Empire britannique s'appuyait notamment sur Gibraltar et Minorque beaucoup plus que sur ses positions américaines ou indiennes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors c'est vrai que c'est un élément qui est très frappant quand on ouvre aujourd'hui la Méditerranée. Moi que je n'ai pas lu en intégralité, je le dis, mais que j'ai parcouru ou j'ai picoré des choses, c'est de voir qu'il y a des chapitres sur la Scandinavie, des chapitres sur l'Atlantique, autrement dit que c'est une conception de l'espace, une conception très ouverte, et en ça c'est très neuf. Ça l'était en 1949, mais d'une certaine manière ça le reste en 2022. Absolument, et c'est ça que je dirais l'héritage de Braudel le plus net, c'est penser la Méditerranée comme la plus grande Méditerranée possible, c'est-à-dire une Méditerranée du Sahara, une Méditerranée qui va jusqu'à Arkhangelsk, une Méditerranée qu'on retrouve dans les comptoirs javanais. C'est vraiment... Et puis bien sûr dans le baroque espagnol aux Amériques. Alors, c'est... Penser l'importance de l'espace dans la pensée historique plus globalement et la manière dont un certain nombre de régularités, de routines, de routes peuvent se perpétuer. Et c'est là que justement Braudel est sans doute toujours une lecture nécessaire.
Alors, on peut revenir un petit peu sur la manière dont le livre a été écrit, parce que c'est quelque chose qui a été maintes fois raconté, qui a maintenant peut-être presque sa part de légende, mais il y a des éléments, je pense, intéressants. Fernand Braudel lui-même n'est pas un Méditerranéen au sens strict du terme, il est né dans la Meuse, hein, donc on peut difficilement pour la France faire, en apparence, en tout cas plus loin de la Méditerranée, mais quand même, il y a passé beaucoup de temps, et notamment, il a enseigné au lycée de Constantine, au lycée d'Alger, dans les années 20 et 30. Est-ce que, pour vous, cette dimension coloniale, hein, il a été un acteur de la colonisation française très concrète sous la Troisième République, est-ce que ça joue un rôle dans la manière dont il conçoit, dont il écrit, dont il recherche? Oui. Et d'ailleurs, il le disait lui-même, hein, et ça a sans doute configuré une partie des questions qu'il posait, des diagnostics aussi, parfois un peu datés, qu'on trouve dans la Méditerranée sur des formes de retard, de déclin. Il y a quand même des mots de ce point de vue qui, aujourd'hui, ne s'emploient plus, qui ont en tout cas été bien contestés par l'historiographie. Donc cette dimension coloniale est très présente, en particulier dans la version de 49, mais dans la version de 66, on voit une évolution. On voit une évolution qui est davantage liée aux thèses développementistes de ces années-là et de toute l'économie du développement qui se développe dans les milieux tiers-mondistes. L'idée qu'il y a des retards de développement, mais qui ne sont pas liés ou consubstantiels à des civilisations, qu'en tout cas il y a des formes de transfert économique, politique, juridique aussi qu'on peut observer dans l'histoire. Et donc il y a différentes phases. Une vision relativement, vous voyez, par stade de l'histoire de la Méditerranée. Et après les décolonisations, évidemment, la pensée de Braudel est aussi un peu marquée par cela, par d'autres formes d'historiographie. Il me semble que c'est dans la version de 79 où il parle de la trahison d'Alger ou de la trahison de Carthage, etc. Il y a des idées comme ça. Il dit on n'a pas attendu 62 pour que l'Afrique du Nord trahisse. Des choses, voilà, qui sont un peu étonnantes, mais qui viennent, je pense, de son passé algérien, qui remonte malgré tout. Ensuite, son moment algérien est intéressant aussi parce que ça lui a permis de travailler et de réfléchir à ces rapports étroits entre l'Espagne et le Maghreb et cette histoire commune. C'est ça que quand même aussi Braudel a montré. Une histoire conflictuelle, mais une continuité conflictuelle, quoi. C'est-à-dire c'est pas des mondes séparés. Et il a bien montré tout cela et ses chapitres sur les Morisques, son histoire de l'Afrique du Nord et pour ça assez charpenté. Ensuite, la part, disons, coloniale que l'on voit le plus chez Braudel, je pense, c'est dans cette idée que le Méditerranéen se sent chez lui un peu partout autour de la Méditerranée. Ça, c'est la vision la plus coloniale qui soit. C'est-à-dire, on rentre dans un café de Troisième République d'Alger et bizarrement, on trouve ça très, très européen. Bah oui, c'est pas étonnant, mais c'est un peu, ça, c'est la partie un peu choquante. C'est la partie qui a une espèce de péché anthropologique, presque l'invention du Méditerranéen comme un type, comme un genre. Et je pense que pour ça, il faut pas être méditerranéen pour penser qu'il y aurait quelque chose comme le Méditerranéen. C'est peut-être son côté franc-comtois là qui ressort, l'invention du Sud, l'invention de ce genre de notions, vous voyez, qui est sans doute trahissent un certain nombre de préjugés coloniaux ou en tout cas de civilisations. Alors ce caractère un peu de cliché sur ce qu'est la Méditerranée, il est appelé un long avenir, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. En attendant, vous avez évoqué la Franche-Comté. La Franche-Comté, c'était le terrain de Lucien Febvre qui était le maître de Braudel, et également pour le choix de la période, parce que Lucien Febvre avait travaillé sur l'époque de Philippe II, et donc Braudel a été aussi orienté en partie par cela. Est-ce qu'on peut dire un mot de ces rapports Febvre-Braudel, parce que c'est quand même un cas assez rare, hein. C'est vrai que les annales, beaucoup de gens sont réticents à plaquer le mot d'école parce que ça a été montré de bien des manières, c'est plus complexe que ça. Dans le numéro qu'on avait évoqué dans Parole d'Histoire, le récent des annales, le numéro réflexif, il est bien montré pourquoi école, revue, c'est quand même pas tout à fait, ça se superpose pas de manière équivalente. Mais là, il y a quand même un phénomène de filiation intellectuelle assumée, revendiquée, très forte entre l'un des deux fondateurs, Lucien Febvre, et puis son élève Fernand Braudel, avec qui il reste en lien, y compris jusqu'au moment de la captivité de Braudel. Ils s'écrivent, ils échangent intellectuellement beaucoup. Donc là, c'est une dimension très très importante aussi à l'arrière de cette recherche. Absolument, et c'est d'ailleurs, alors c'est peut-être aussi un élément de la légende braudélienne, mais ce conseil de Lucien Febvre fameux où ce n'est pas Philippe II et la Méditerranée le sujet, mais la Méditerranée et Philippe II. Donc il lui dit quand même ce qui va
en fait être évidemment le déclencheur d'une nouvelle façon de penser le sujet, l'objet et les temporalités qu'on peut lui apposer. Ça, c'est vrai que le soutien sans faille de Lucien Febvre, qui se traduit d'ailleurs très bien dans la correspondance Bloch-Febvre, qui est très intéressante à ce propos, de voir Braudel apparaître sous la plume de Febvre, toujours de manière très élogieuse, tandis que Bloch a quelques réticences, on le sent bien, à accueillir ce nouveau venu dans la revue des Annales, mais plus généralement autour des sujets qu'il aborde. C'est vrai que ce lien est essentiel, et un lien de filiation intellectuelle, aussi sans doute de volonté chez Braudel de ne pas nécessairement suivre les sentiers battus en la matière. Alors, vous allez me dire, Lucien Febvre était professeur au Collège de France, il y a plus marginal dans le monde académique français, mais je pense qu'il y avait cette idée, malgré tout, que la Sorbonne, et je le dis d'autant plus facilement que j'enseigne là-bas, mais qu'elle n'était pas accueillante nécessairement pour le type de thèse qu'on pouvait y faire, etc. Alors, même si Braudel n'a pas comme directeur de thèse Lucien Febvre, je pense que les façons de penser son objet, de le réfléchir de façon nouvelle, c'était vraiment cette idée qui était associée aux annales des années 20-30, c'est-à-dire une nouvelle manière de faire l'histoire. C'est là où il n'y a peut-être pas une école, mais un mouvement, une envie de faire les choses autrement et de tenir compte de l'ensemble des sciences sociales. Chez Braudel, la géographie, la sociologie économique en particulier. Le tout appuyé sur des dépouillements d'archives qui sont tout à fait impressionnants. Ça donne le vertige. C'est vrai que lire les notes de la Méditerranée, ça donne littéralement le vertige, parce que on est frappé, voilà, par la profusion documentaire, même si on pourra revenir évidemment sur des biais, des choix, parce que c'est aussi un certain type d'archives lisibles dans les langues que lit Braudel. Mais il y a une accumulation sur des années, voire des dizaines d'années, de notes, de fiches, dans des dépôts en Espagne, en Italie, en France évidemment, un peu plus loin, en Grèce aussi, je crois. Enfin voilà, il y a Dubrovnik aussi. Voilà, Dubrovnik, c'est quelqu'un qui a énormément voyagé et collecté. Absolument. Et ça, c'est là où la Méditerranée, on peut le lire in extenso. On peut aussi y revenir. C'est une boîte d'informations tout à fait fascinante, parce que Braudel a repéré tout un certain nombre de sujets, d'histoires, parfois d'anecdotes, qu'il avait trouvés à Simancas, aux archives, parfois à la BNF, parfois à Dubrovnik, à Livourne, à Venise, ainsi de suite. Et c'est vrai, c'est très impressionnant la façon dont, en fait, l'index de la Méditerranée, des noms, permet de retrouver un petit monde extraordinaire, et jusqu'à des recherches très récentes qui parfois approfondissent des pistes, des suggestions, des sources qu'avait croisées Braudel. Alors, il travaillait de différentes manières de ce point de vue. Parfois, il travaillait avec des inventaires, c'est-à-dire qu'il disait, là, il y a des sources sur ce sujet. Il les avait pas nécessairement vus, mais il mentionnait le fait que on pouvait trouver tel document qui se trouvait, que sais-je, à la bibliothèque commune de Palerme, vous voyez, ou à Naples, ou que sais-je. Et parfois aussi, il disait, bon, il y a quelques notes de Braudel qui sont amusantes là-dessus. Je me rappelle plus où c'est. C'est-à-dire, il y a des notes, il dit pas ça comme ça, mais il dit, bon, je vous assure que j'ai vu ça, mais je sais plus très bien où. Quel chercheur n'a jamais éprouvé cette sensation ? Voilà, c'est ça. Bon, il pouvait l'écrire, et il pouvait l'écrire parfois aussi, ça se voit encore dans sa trilogie sur le capitalisme. Mais alors, si je peux me raconter là une anecdote, j'ai travaillé pour ma maîtrise sur un conte polonais et dont les archives étaient conservées à Cracovie. Et allant à Cracovie et cherchant des informations sur la monnaie polonaise au milieu du XVIIIe siècle, dans ces dépôts d'archives où on trouvait encore le nom des gens qui les avaient consultés, le premier nom qui apparaissait était celui de Fernand Braudel. Donc à Cracovie, dans les années 60, préparant son grand ouvrage sur le capitalisme, Braudel était passé par la bibliothèque Czartoryski. Et ça, c'est vrai, ce rapport à l'archive est absolument fascinant. Il est très important. Et alors, c'est là qu'intervient le côté vertigineux, encore une fois, et aussi un peu légendaire, c'est que ça a été maintes fois raconté, notamment par Paul Braudel, son épouse, qui disait que, eh bien, il avait composé le plan, mais aussi de larges parties du texte, en captivité, sans accès à ses fiches et à ses notes, avec quand même un accès à des bibliothèques universitaires allemandes. Mais il était prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et du coup, cette situation très spécifique de captivité et d'éloignement des sources primaires est aussi considérée comme un moment qui a été un moment de
gestation très importante de l'œuvre. Ça a été d'ailleurs récemment relu, il y a un texte que vous m'avez transmis pour préparer cette émission, de Cornel Zwirlein, paru en 2015, qui est très intéressant de ce point de vue parce que il nuance un peu ce caractère légendaire et puis il dit, regardons aussi ce que Braudel a pu lire dans les bibliothèques allemandes et puis les géographes allemands, les géopoliticiens allemands. Autrement dit, cette genèse, si on laisse de côté, disons, la prouesse mémotechnique qui est sans doute très attestée, ça dit aussi des choses, des conditions intellectuelles d'écriture d'un livre. Oui, et là c'est vrai que les notes de bas de page sont très intéressantes. La géographie allemande joue un rôle très important dans le premier volume en particulier. C'est très très net. Et ensuite, en effet, je pense qu'il y a aussi un partage des tâches qui est assez intéressant avec Paul Braudel, qui joue un rôle aussi absolument décisif dans la genèse de la Méditerranée et dans le travail d'archives lui-même, je crois. Enfin, je ne sais pas si elle en a vraiment parlé elle-même, mais c'était aussi un travail de couple avec l'invisibilisation qui va souvent avec. Mais c'est vrai que ce travail dans les camps allemands a joué un rôle important pour Braudel, qui continuait tout de même à s'entretenir avec Febvre depuis les camps, qui a donné aussi des cours pendant cette période aux prisonniers. Et ça a été pour lui justement un moment où il a pu, dit-on, lire quelques passages de sa Méditerranée à venir. Je ne sais pas si c'est là qu'il a développé aussi son goût pour les métaphores et les images qui sont omniprésentes chez lui et dans la version française de la Méditerranée. En revanche, c'est frappant combien les traducteurs ont été obligés de faire des choix et de les diminuer beaucoup dans les autres langues, parce que la Méditerranée ne cesse d'utiliser des images, métaphores et comparaisons, à un degré en tout cas qui rend la traduction souvent périlleuse, voire impossible. Il y a un autre aspect frappant quand on lit aujourd'hui des passages du texte, c'est de voir qu'il s'inscrit dans des discussions qui sont plus forcément actuelles. Il y en a qui sont très très neuves, mais il y en a aussi qui sont un peu anciennes sur la politique de Philippe II, la politique vénitienne, etc. Et moi je suis frappé de voir à quel point il y a beaucoup d'implicites dans ce qui est dit, notamment dans le tome 3 de l'histoire politique événementielle, lorsque Braudel écrit des phrases du style « La Sérénissime ne pouvait rester les bras croisés devant pareille chose ». Et en fait, on comprend qu'il y a toute une historiographie derrière, il y a toute une série de questions, de débats, d'histoire diplomatique, politique, etc., que lui maîtrisait parfaitement, mais qui est peut-être un peu passé de mode. Donc il y a aussi, il dialogue avec un état des connaissances qui est plus du tout le nôtre aujourd'hui. C'est plus, certaines questions on se les pose plus, ou en tout cas on se les pose plus comme ça. Et du coup il y a aussi des choses qui sont un peu parfois qui nous surprennent à la lecture, parce qu'on se dit à quoi il répond, à quoi il fait allusion, dans quoi ça s'inscrit. C'est un peu inactuel aussi. Oui, c'est vrai. Alors c'est pas le passage. Je pense que c'est pas le volume qui l'intéressait le plus, même s'il y a quand même quelques beaux passages ou des prouesses, mais qui peuvent être considérés parfois comme presque comme des reniements sur la mort de Philippe II, sur ce moment, etc., qui a été commenté et par Rancière et par Ricoeur d'ailleurs, comme justement une sorte de reniement de l'école des Annales, je veux dire, ici. Et de manière intéressante, même sur les pentes, où on pourrait dire, bon là c'est l'histoire bataille, c'est pas vraiment ce contre quoi les Annales ont ferraillé. Eh bien, il fait des propositions d'histoire contrefactuelle assez novatrices en réalité. Quand on le lit vraiment en détail, on voit que ce qui pourrait sembler être un peu rébarbatif, peut-être compter le nombre de galères, ce genre de choses, qui avait été fait, qui a été ensuite mieux fait, raffiné, etc. Eh bien, il pose tout de même des questions, mais que serait-il passé si les Turcs avaient gagné à Lépante? S'agit-il uniquement d'un choc psychologique? Cette victoire sans lendemain, certes, c'est justement le temps de la conjoncture qui permet de le montrer. Il arrive toujours tout de même à arrimer ces questions d'histoire politique militaire, y compris au volume précédent, au premier et au deuxième, sur les conditions techniques par lesquelles justement on peut se remettre d'une défaite militaire comme Lépante 1571 pour les Turcs par exemple. Alors ces 3 volumes, ça fait partie évidemment des choses qui sont bien connues. En théorie, on se dit que n'importe quel étudiant de première année en histoire doit savoir que la Méditerranée, il y a ces 3 temps, le premier de l'histoire quasi immobile, le deuxième de l'histoire sociale et le troisième de l'histoire événementielle, comme les vagues à la surface, en apparence
danse agitée, mais finalement qui cache des mouvements de fond. Ça, cette métaphore, elle est très très fameuse. Peut-être que pour aborder cette question, qui est déjà bien balisée, on peut évoquer le dialogue avec les autres sciences sociales que ça implique, parce que par la suite, Braudel en a tiré en quelque sorte un outil pour affronter la question du structuralisme, pour affronter finalement la question de la durée, de l'immobilité, des structures face aux conjonctures, etc. Mais au moment où il le pense, c'est pas encore tout à fait actuel. Il n'y a pas encore finalement les grands textes des structuralistes, de Lévi-Strauss et des autres qui finalement sont auxquels il est nécessaire de se confronter. C'est un projet qui naît de sa propre volonté de trouver un découpage, de trouver une articulation pour écrire cette histoire. Oui, alors je pense que dans la première version de la Méditerranée, justement celle de 49, les trois plans, celui de la structure, de la conjoncture et de l'événement, sont pas nécessairement hiérarchisés. En tout cas, il y a une hiérarchie implicite chez Braudel, très nettement, et son tour de force consiste justement à travailler sur les deux premiers plans, celui de la structure et de la conjoncture, comparativement à une histoire plus classique. Mais ensuite, dans les années 50, et là, véritablement, la revue des Annales est le vaisseau amiral de cette manière de penser, notamment vis-à-vis de l'anthropologie structurale, il y a l'idée que la longue durée, et le temps long est du domaine de l'histoire. Et c'est l'histoire qui doit faire l'unité des sciences sociales. Donc c'est là où c'est à la fois militant et impérialiste. Très nettement, la longue durée prend là une place dans la manière dont la Méditerranée va être ensuite relue aussi, bien plus importante. Alors, une longue durée qui est celle du premier volume, qui est celui du temps long, de la part du milieu, comme il l'appelle, mais aussi une durée malgré tout de la conjoncture qui permet de dialoguer avec l'économie, avec la sociologie, dans une alliance qui vise essentiellement aussi à faire de l'histoire une discipline du couronnement des sciences sociales. Là, il y a un Braudel entrepreneur aussi de sa discipline qui a joué un rôle important dans l'historiographie française du second XXe siècle, évidemment. Alors c'est intéressant parce que ce premier volume, la part du milieu, finalement, il y aurait presque deux manières de le lire. Une manière où on pourrait le rattacher à une tradition très ancienne, qui est celle de Vidal de la Blache, qui est finalement le tableau géographique qui ouvre ensuite la dimension narrative de l'histoire. Mais en le regardant depuis le XXIe siècle, on peut aussi se dire c'est finalement les premiers ponts posés vers une histoire environnementale, c'est-à-dire vers le dialogue avec toutes les questions matérielles liées aux transformations des écosystèmes par l'homme, etc. Donc on pourrait dire que c'est à la fois le plus traditionnel, mais qui est aussi devenu plus moderne. Oui, absolument. Je pense sur l'histoire des ressources, en particulier l'histoire de certaines routines. Alors, je pense qu'il y avait quand même l'idée, peut-être là, anthropologiquement un peu datée, justement, d'un temps immobile, et qu'on pouvait retrouver dans certaines pratiques, y compris au XXe siècle. Voilà, le geste du pêcheur qui relève son filet, tout comme le faisait son lointain ancêtre il y a 1000 ans. Bon. Exactement. Dans le documentaire sur la mer, par exemple, je pense, début des années 80, donc il est en Sicile, à Mazara, ou je sais pas, dans un port sicilien, et là, vraiment, il y a cette idée qu'on retrouverait quelque chose qui est proche de ce qu'on faisait au XVIe siècle. Alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a des pratiques qui sont anciennes, qui sont reprises, etc. Mais cette vision d'une anthropologie du temps immobile est quand même là un peu suspecte et sans doute assez datée. Néanmoins, c'est vrai que dans la relation entre l'homme et l'environnement, la construction des espaces, le rapport aux ressources, à leurs usages, à la question aussi de la plus-value marchande que les déplacements permettent en Méditerranée d'un espace à l'autre, il y a des choses qui sont extrêmement modernes, je pense, en tout cas suggestives, qui permettent justement de travailler une histoire longue de l'environnement. Alors évidemment, aujourd'hui, on dirait plutôt une deep history, on irait encore plus loin dans le temps, etc., pour trouver des phénomènes environnementaux plus profonds, mais malgré tout, il y a chez Braudel beaucoup d'intuition, là encore. Par exemple, les pages sur le transport de la glace en Méditerranée sont absolument fascinantes parce qu'elles permettent de comprendre aussi des méthodes de conservation, les relations entre les campagnes et les villes portuaires. De ce point de vue, c'est pas du tout une Méditerranée qui serait vue uniquement depuis les grandes villes portuaires ou du point de vue des marchands. On a affaire à différents milieux sociaux. Un autre point
Un autre point sur la genèse de l'œuvre, au moment où Braudel écrit La Méditerranée, il est le premier à la conceptualiser comme ça, mais c'est pas non plus le premier livre d'histoire qui pose un certain nombre de questions sur cet espace et sur le rôle qu'il a joué. Et je pense notamment à Henri Pirenne, qui a été évidemment pour les Annales, qui n'a pas directement fait partie de la revue, mais on sait que aussi bien pour Bloch que pour Febvre, ça a été un allié, ça a été un personnage avec qui ils ont dialogué, le grand historien belge. Et Pirenne avait écrit Mahomet et Charlemagne, dont l'une des questions fondamentales, c'est de comprendre dans quelle mesure il y a un basculement de la Méditerranée comme centre de gravité du monde antique vers finalement une économie de l'Europe continentale et dans quelle mesure les relations s'interrompent ou pas. Bon, c'est un livre qui a été très marquant, je crois que c'est de 1927 de mémoire. Dans quelle mesure, un article et un livre ensuite. Dans quelle mesure Braudel dialogue aussi, ou en tout cas s'inscrit dans un espace de réflexion ouvert par Pirenne? C'est une bonne question. C'est pas la même période, évidemment. Oui. Alors, c'est vrai que Pirenne écrit aussi après la Première Guerre mondiale, et je pense qu'il est marqué par cette expérience, et donc la trajectoire de l'Europe est lue à travers ce moment-là pour penser l'unité de l'Europe. C'est-à-dire que le projet de Pirenne, c'est penser essentiellement l'unité de l'Europe, et donc la fracture avec les mondes d'islam expliquerait une trajectoire prise par l'Europe. Et je pense que le contexte d'écriture joue un rôle assez important. Chez Braudel, il y a ces éléments tout de même d'opposition de civilisation qui sont assez présents avec l'idée, il y a deux idées, celle que l'Empire ottoman manque d'hommes, par exemple, et donc que les transfuges de l'Europe occidentale vers l'Empire ottoman viendraient d'un trop plein d'hommes en Occident et d'un trop peu d'hommes en Méditerranée orientale et dans l'Empire ottoman plus largement. Et avec ces idées de transfuges, en fait, il y a l'idée de transfuge technique, c'est-à-dire qu'il y aurait l'idée d'un avancement technologique plus grand de l'Europe occidentale sur le monde ottoman, dont bénéficierait le monde ottoman plus accueillant, notamment pour les communautés étrangères, les minorités juives notamment, ou les convertis. Alors, ces idées-là, elles viennent tout de même, et vous l'évoquiez tout à l'heure, d'une lecture des sources essentiellement occidentales de la Méditerranée. Et ça, je pense que un des projets, mais que Braudel lui-même avait porté d'ailleurs dans son équipe justement des années 50-60 qui visait à perfectionner la Méditerranée, c'était se tourner vers une histoire ottomane, non pas nécessairement pour chercher une symétrie impossible des documentations ou des enjeux aussi historiographiques ou poser nécessairement les mêmes questions, mais pour essayer de documenter en tout cas mieux, ce qui crée nécessairement des biais d'observation assez profonds et présents chez Braudel. Ces idées de civilisation sont malgré tout une macule, je pense, aujourd'hui chez Braudel, parce que en fait, elles ont eu tendance à figer des aires politiques beaucoup plus fragmentées que ce que l'on veut bien voir si justement on approche des espaces plus réduits, des lieux de transfert et de circulation plus étroits. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu daté. C'est plutôt dans la partie 2, d'ailleurs, sur les empires, même si, comme souvent, là, il avait anticipé en revanche d'autres questions ou d'autres manières de justement sortir de cette opposition de blocs de civilisation entre l'islam et la chrétienté. Il avait vu que notamment à travers les diasporas, à travers des phénomènes comme le siècle des Génois, comme le Corso, la guerre de course, on pouvait travailler justement de façon plus symétrique, plus connectée, dirions-nous aujourd'hui, sur l'espace méditerranéen. Donc, il y a à chaque fois chez Braudel, c'est ça, il y a à chaque fois le poison et l'antidote dans son travail, d'une certaine manière. À partir de quel moment on peut dire qu'on passe d'un homme, d'une œuvre, à un champ de recherche qui serait plus ouvert, plus contradictoire aussi? Il y a une réception de Braudel qui, on l'a dit, s'est faite dans le temps. Est-ce qu'on peut identifier un moment où il y a un champ qui se crée finalement d'études méditerranéennes ou d'histoire de la Méditerranée? Peut-être d'abord pour l'époque moderne, parce que Braudel, évidemment, voilà, c'est l'époque moderne et du coup, toute une série de choses avec lesquelles il dialogue et qui fait naître. Mais ensuite, ça devient finalement un champ de recherche identifié comme tel. Alors, il y a plusieurs généalogies en plus possibles là-dessus, parce que par exemple, contemporain de Braudel, il y a les travaux de Shlomo Goitein sur le Moyen-Âge, et notamment sur The Mediterranean Society, ce monde lié aux archives de la Guéniza du Caire qui permettait de travailler sur les marchands et les connexions méditerranéennes à l'échelle de la Méditerranée et au-delà, des Juifs de la Guéniza, des Juifs du Caire, et plus généralement qui permettait de documenter une histoire très maillée de l'espace méditerranéen
méditerranéen. Ça, c'est assez intéressant. C'est une rencontre d'ailleurs qui ne s'est pas vraiment faite. Peter Miller a étudié la correspondance entre Braudel et Goitein, des invitations qui n'ont pas abouti, des traductions qui n'ont pas été faites, etc. Mais il y a c'est vrai, de manière contemporaine, plusieurs travaux qui utilisaient la Méditerranée comme espace. C'est un espace documentaire très charpenté, que les spécialistes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge travaillent aussi précocement comme un espace intégré. On peut considérer que à partir du moment où des revues, des centres de recherche, et ça commence essentiellement dans les années 70-80, se développent autour de la Méditerranée, il y a vraiment un champ qu'on va commencer à appeler études méditerranéennes ou Mediterranean Studies ou que sais-je. Évidemment, ça a connu une accélération très forte à partir du moment où on a commencé à sortir des histoires nationales dont la Méditerranée était justement un moyen d'éviter des reprises. Ensuite, il y a eu, je pense, quelques effets d'accélération supplémentaires qui ont été liés à la chute du mur de Berlin et à la demande d'intégration de l'Union européenne de plusieurs pays comme la Turquie, le Maroc, à différents moments de leur histoire dans les années 90-2000. On a un peu oublié que Maroc et Turquie avaient demandé leur intégration dans l'Union européenne, mais ça a joué justement un rôle pour essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Est-ce que la Méditerranée est un bassin commun de politique, économique, ainsi de suite. Ça, je pense que ça a contribué au développement supplémentaire de revues qui utilisent le label Méditerranée, d'institutions, de bourses aussi de recherche qui vont utiliser ce label, de même que des collections de livres, etc., qui ont cet avantage aujourd'hui, je dirais, à la fois d'être relativement indéterminé. C'est un espace malgré tout qui permet de connecter assez facilement aussi bien la Baltique que l'océan Indien, tout en utilisant des sources que l'on trouve dans différents terrains de Méditerranée, qui peut justement aussi parfois être bien plus réduit, c'est-à-dire des gens vont qualifier histoire méditerranéenne, l'histoire du canal de Sicile ou du canal de Corinthe, etc. Mais ça va devenir de suite méditerranéen parce que de fait, il y a des espaces de circulation, de connexion, d'intégration politique qui sont plus larges. Et ça permet, je dirais aujourd'hui aussi, de travailler avec une pluralité de langues, de terrains et d'univers académiques extrêmement variés. Alors aujourd'hui, cette histoire s'écrit surtout en anglais, parce que précisément pour s'adresser à toutes les langues bordières de la Méditerranée, c'est le vernaculaire principal. Mais de manière intéressante, il y a des études méditerranéennes ensuite marquées, teintées, disons, par les historiographies nationales, extrêmement actives, qui n'ont pas toujours les mêmes projets politiques, qui n'ont pas toujours non plus les mêmes macules politiques, parce qu'il y en a, mais c'est assez intéressant de voir comment cela s'est construit peu à peu. Braudel, disons, a joué un rôle de ce point de vue important dans l'idée que une mer pouvait être un champ d'études. Et en fait, l'héritage de Braudel, il est peut-être à chercher dans les spécialistes, chez les spécialistes de la Méditerranée asiatique ou des Caraïbes, celles et ceux qui vont utiliser ces aires maritimes comme des espaces de connexion, d'intégration, de dislocation, de fragmentation pertinents. Et donc, qui vont nécessairement essayer de travailler sur différentes rives et donc potentiellement aussi différentes archives. C'est une histoire connectée avant la lettre, si on veut. Alors là, on est sur le champ de l'historiographie, même s'il y a des implications politiques, vous l'avez dit, avec la chute du mur, la question du Maroc, de la Turquie. Il y a aussi, je ne sais pas comment les qualifier, ce sont des effets de mode, quand on se met à parler du régime méditerranéen, du régime crétois, des effets aussi d'interrogation sur la coexistence des mondes, du monde européen, du monde arabo-musulman, tout ce qui a été mis en avant, on en avait un petit peu parlé à ce micro avec Emmanuel Tixier-Duménil pour Al-Andalus, toute la thématique de la convivencia, de la vie ensemble, de la multiculturalité des villes méditerranéennes, de l'idée que finalement, la Méditerranée, c'est cette grande expérience du creuset humain qui offre des leçons pour l'avenir, en gros. Et ça, c'est une idée qui a été très à la mode pour plein de raisons culturelles, politiques, sociales. On va dire que c'est les années 90-2000 où ça a été ça a eu le vent en poupe. Et du coup, il y a même des programmes de recherche et des fonds institutionnels qui en ont découlé également de ce type d'interrogation.
c'est vrai. Alors la Méditerranée, et ça, d'une certaine façon, depuis Braudel et peut-être un peu avant d'ailleurs, et vous évoquiez Pirenne, est marquée par cette espèce de double paradigme de l'unité ou de la diversité. Unité ou fragmentation. Jocelyne Darriat, dans un article récent, parlait du socle ou du choc. Et c'est assez juste, c'est-à-dire que à la fois, il y a cette idée d'un creuset cosmopolite, avec justement l'invention du méditerranéen comme type, comme anthropologie, etc., qu'on voit beaucoup dans l'anthropologie des années 70, mais qui a été vraiment battue en brèche par les anthropologues des années 90, justement comme un péché. Le méditerranéisme est aujourd'hui comme l'anachronisme chez les historiens, je dirais. Oui, c'est Michael Herzfeld en particulier qui a écrit un article très, très violent sur la mode du méditerranéisme en disant arrêtez d'appeler toutes ces choses méditerranéennes alors que c'est des réinventions ou des constructions. Voilà, alors c'est assez insupportable du point de vue de la recherche, mais c'est très frappant combien c'est présent dans les institutions artistiques, muséales et précisément par les pouvoirs publics l'utilisent comme levier. Parfois, la traduction la plus gênante était peut-être l'expression d'euro-méditerranéen ou ce genre de choses, qui était quand même une projection aussi néocoloniale assez bizarre, qui vise à appliquer généralement à la Méditerranée tout entière des principes généralement plutôt édictés depuis le nord-ouest de cette région. Et donc ça c'est très frappant. Et dans le même temps, on voit le discours politique inverse qui dit regardez, ça a toujours été à feu et à sang, un lieu violent, le choc des civilisations, c'est là que ça se joue. D'ailleurs, la première guerre des États-Unis, elle est contre Tripoli, et puis ainsi de suite. Donc c'est l'espace de l'affrontement entre chrétienté et islam. Et là encore, cette vision est totalement idiote aussi, parce que alors, d'un côté il y a la vision œcuménique, joyeuse, tout le monde se tient par la main, ce qui n'a aucune espèce de réalité historique, mais de l'autre tout autant. Je veux dire, opposer chrétienté à islam dans la Méditerranée, alors que je connais mieux de l'époque moderne, n'a strictement aucun sens, parce que les fragmentations politiques au sein de ces ensembles sont telles, et les alliances interreligieuses sont telles que ça n'épouse pas du tout l'idée de socle, de choc, de civilisation, de frontières qui seraient hermétiques, étanches, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des asymétries, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hostilité, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des formes d'accommodement qui sont tout à fait intéressantes et pour le coup qui méritent, je pense, investigation historique. On a parlé de Braudel, on a parlé du foisonnement de recherche des décennies ultérieures, on a parlé aussi des lectures politiques et des surdéterminations surplombantes comme ça du politique sur la Méditerranée. Il faut dire un mot peut-être d'une entreprise intellectuelle très ambitieuse qui était celle de deux savants, Purcell et Horden, qui ont écrit un livre paru en 2000, The Corrupting Sea, la mer qui corrompt, voilà, et qui du coup ont une démarche qui dialogue avec Braudel. On pourrait dire que depuis Braudel, c'est peut-être le volume le plus ambitieux intellectuellement dans sa totalisation conceptuelle de ce que c'est que la Méditerranée, comment la comprendre. Alors c'est très particulier comme écriture, c'est très particulier comme ouvrage. Est-ce qu'on peut donner quelques jalons pour ceux ou celles qui l'auraient pas lu ? Alors, Horden et Purcell cherchent à unifier les deux paradigmes, justement, unité et diversité. C'est-à-dire pour eux, l'unité de la Méditerranée vient de son extrême fragmentation et d'une série de micro-mers qui seraient marquées par justement un degré de conflictualité, d'hostilité, de difficulté à traverser ces espaces, de risque, justement, c'est là que ça corrompt précisément, qui en serait sans doute le facteur intégratif le plus fort et une des caractéristiques unitaires plus larges. Et donc, ils invitent à analyser des microécologies, ce qu'ils appellent des microécologies, des micro-mers. Alors j'aurais tendance à dire que Braudel l'avait aussi un peu anticipé, c'est-à-dire qu'il pensait la Méditerranée comme une série de plaines liquides et comme une série de micro-espaces aussi densément connectés entre eux et fragmentés. Mais eux, ils poussent justement cette analyse plus loin et ils l'analysent, disons, à un moment aussi, l'année 2000, où je pense que le paradigme unitaire était assez dominant aussi. Donc en fait, il synthétise un certain nombre de recherches. C'est juste avant le 11 septembre 2001 et justement le retour en revanche de la rhétorique du choc qui a aussi alimenté tout un certain nombre de recherches sur les transfuges, les médiateurs, les intermédiaires culturels. On pourra y venir peut-être, mais ça aussi qui pose aussi d'autres types de problèmes, puisque qui dit intermédiaire dit aussi la pensée d'un choc nécessaire. C'est-à-dire on fige aussi des ensembles culturels de la même façon. Donc leur livre a joué un rôle peut-être pour braquer les projecteurs sur des espaces plus restreints, pour tenir compte aussi des différents ensembles écologiques, environnementaux, justement, on l'évoquait tout à l'heure, sociaux, économiques, qui permettent ensuite d'analyser le politique et le culturel.
Cela dit, on reste un peu sur notre faim parce que c'est qu'un premier volume très dense, très long. Et ils annoncent le second. On ne sait pas quand il sortira, peut-être jamais. Mais on nous promettait aussi justement des suites. Ça a eu un impact, je dirais, sur l'histoire de la Méditerranée du point de vue aujourd'hui des références historiographiques. On renvoie à leur thalassographie, à la manière d'écrire cette histoire des mers. Je ne suis pas sûr, en revanche, que ça ait donné beaucoup de recherches qui utiliseraient leur modèle véritablement comme outil d'analyse. Ça, j'en suis un peu moins sûr. En tout cas, j'en ai pas énormément d'attestations dans l'historiographie récente. D'autant que cette Méditerranée que certains essaient de penser de manière transverse, unitaire, etc., dans la réalité de la pratique de la recherche, elle est aussi découpée par période, découpée par champ. Il y a les ottomanistes, il y a les vénétianistes, il y a vraiment presque des chapelles qui sont liées aussi à certains types de corpus documentaires et puis à des compétences. Personne, je crois, ne peut lire toutes les langues méditerranéennes. Ou alors si cette personne existe, voilà, bravo à elle, mais c'est quand même assez insurmontable comme tâche. Donc du coup, est-ce que c'est pas finalement, est-ce que Braudel n'est pas un modèle un peu écrasant, cette idée d'une histoire totalisante qu'on pourrait écrire, qui serait peut-être un peu vain dans la réalité des pratiques de recherche aujourd'hui? Alors, clairement, oui, plus personne ne pourrait se lancer, je pense, dans un ouvrage de ce type, même si Horden et Purcell ont quand même une ambition tout à fait remarquable. Oui, mais ils n'ont pas fini. Mais ils n'ont pas fini. Mais je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit possible de le finir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, et je pense que c'est aussi une manière de marier l'héritage braudélien avec l'apport d'autres formes d'historiographie. Je pense notamment à la micro-histoire, pas uniquement d'ailleurs, des formes d'histoire économique peut-être plus situées. Et le tournant archivistique a joué un rôle aussi, je pense, ces dernières années pour essayer de mieux comprendre la façon dont les corpus documentaires sur lesquels on travaillait en Méditerranée étaient composés. Donc effectivement, il y a ensuite des spécialités qui sont plutôt des spécialités régionales à l'intérieur de cette mer. Je dirais que la Méditerranée, pour ça, reste un horizon. C'est un horizon de lecture, un horizon de dialogue historiographique avec les ottomanistes, pour utiliser les apports de l'historiographie ottomaniste, qui est très vivant aujourd'hui. Je pense que les recherches sur le monde turc, sur aussi tous les espaces de l'Empire ottoman, sont extrêmement riches. Je pense notamment à l'Afrique du Nord et les recherches récentes qui ont été produites sur les sociétés algéroises, tunisiennes, etc. Donc c'est un horizon de lecture, un horizon de dialogue historiographique qui n'empêche pas effectivement d'avoir plutôt des rapports familiers avec quelques gisements documentaires spécifiques, mais qui est toujours à continuer et à mener. Et pour ça, c'est vrai que la masse de documentation sur laquelle nous nous appuyons pour l'espace méditerranéen, sans parler aussi des sources archéologiques, de l'histoire matérielle de la Méditerranée qui permet aussi d'en faire l'histoire, tout cela, je crois, crée une bibliothèque commune de recherche qui, malgré tout, a sa cohérence, qui permet aussi de dialoguer avec des histoires globales qui s'intéressent aussi aux questions de divergence économique, par exemple, aux questions d'intégration des marchés, aux questions de l'histoire du capitalisme et de l'économie marchande plus largement, et plus généralement aussi au rapport entre grandes religions monothéistes. La Méditerranée reste un laboratoire pour ça assez efficace. Alors, on a déjà donné beaucoup de conseils, j'espère donner envie de lire ou de relire Braudel, mais est-ce qu'il y a d'autres ouvrages que vous voudriez conseiller pour terminer ? Alors sur l'histoire de la Méditerranée, il y en a un certain nombre. Alors récemment, j'ai lu avec un immense plaisir l'ouvrage d'Olivier Bouquet qui s'appelle « Vie et mort d'un grand vizir », qui permet justement de renseigner sur différentes facettes de l'histoire ottomane au XVIIIe et plus largement à l'époque moderne et au XIXe siècle. Pour ça, je le recommande. C'est un ouvrage foisonnant, extrêmement riche et passionnant par bien des points. Pour celles et ceux qui cherchent à se renseigner plus généralement sur l'histoire de la Méditerranée, le dictionnaire de la Méditerranée qu'avait édité récemment Actes Sud est assez utile, de même que le dictionnaire de l'Empire ottoman. Pour celles et ceux qui aiment les dictionnaires, en tout cas, ça peut fonctionner. Les petits volumes aussi de Braudel chez Flammarion sur la Méditerranée sont peut-être plus accessibles que la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, mais malgré tout, voilà, ça peut être intéressant. Et ça fait, je pense, déjà
un bon faisceau de lecture. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut lire sur la Méditerranée. Voilà, il faudra lire la bibliographie d'agrégation de la revue Historien-Géographe si on veut avoir tous les détails nécessaires. Merci beaucoup Guillaume Calafa. Merci à vous. Et bon Blois à tout le monde si vous y rendez ou que vous suivez de plus loin ce qui va s'y dire sur la mer. Je rappelle que c'est la première de 2 émissions consacrées à la mer ou aux mers. On a parlé de Méditerranée aujourd'hui, on parlera de l'Atlantique demain en compagnie d'Alexandre Jublin. Donc restez à l'écoute pour ce nouvel épisode de Paroles d'Histoire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.